Mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, celles et ceux qui sont présents dans l'auditorium, celles et ceux qui sont derrière leurs écrans à suivre cet événement, cette soirée avec nous. Au nom du directeur de l'Institut français de Grèce, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Mohamed Rochdi, attaché de coopération scientifique et universitaire ici à l'Institut français de Grèce. Et c'est mon service et ma collègue en particulier, Julie Mouquet, ici présente, qui pilote l'organisation de cette soirée, de cet événement. Cet événement qui s'inscrit dans le cadre de ce que nous appelons le Novembre numérique, qui est une série d'événements ou un événement qui a été créé il y a 4 ans par l'Institut français de Paris, qui le pilote et à travers le monde, les différents instituts français dans le monde, différents services de coopération dans le monde et ambassades françaises dans le monde organisent pendant tout ce mois une série d'événements pour mettre à l'honneur le numérique et surtout les arts du numérique, pas uniquement les aspects technologiques, mais aussi les aspects artistiques, les aspects culturels. Et c'est dans ce cadre-là que nous, ici à l'Institut français, nous organisons une série d'événements qui vont jalonner tout le mois de novembre, commençant par cette soirée avec la projection de ce film. Et il y a un programme qui est sur le site internet de l'Institut avec une série d'événements dont des tables rondes, des projections, etc., jusqu'au 30 novembre. Alors ce soir, nous commençons par la projection de ce documentaire, je dirais moyen métrage, d'Yves Gély, qui a été primé à Saint-Orin et à Thessalonique, qui s'appelle L'année du robot, projeté, je dirais, unique projection ici à l'Institut français de Grèce, et qui va nous interroger sur la relation homme-robot et comment le robot peut, on va dire, être au service de l'humain, notamment avec ce que nous avons vécu avec l'accélération de la pandémie, les usages du numérique et le recours désormais aussi dans certaines populations vieillissantes à travers le monde aux robots. Donc c'est cet aspect-là qui est interrogé. Et nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous le réalisateur Yves Gély, qui va, dans la suite de cette projection, répondre aux questions du public ici présent, mais aussi aux questions du public en ligne. Il sera accompagné et cet échange sera modéré par Vangelis Pratikakis, qui est un journaliste, on va dire spécialiste des aspects numériques, des aspects scientifiques à Tovima, mais aussi à ing.gr, qui lui aussi nous fait l'honneur d'être présent. Mais avant ce débat, nous avons aussi d'une certaine manière l'honneur d'accueillir ici à l'auditorium le robot qui est la star je dirais, de ce documentaire, Nao, qui est présent parmi nous grâce à notre sponsor Mobile Technologies, qui le met à notre disposition ici même et il fera l'introduction d'Yves Gély, le réalisateur, et de Pratikakis qui va modérer ce débat. Donc, je vous invite à visiter le site internet de l'Institut pour voir le programme de notre Novembre numérique 2021. Et je souhaite à toutes celles et ceux qui sont ici présents et celles et ceux qui sont derrière leur écran un excellent visionnage dans un premier temps du documentaire et du débat qui va suivre. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Nao. Je suis un robot humanoïde et je viens de France. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis très heureux d'être là. Ça va tout le monde? Moi, ça va bien. Très heureux de vous rencontrer. Comme vous venez de le voir dans le film, moi-même et mes frères, nous pouvons danser, jouer de la musique, parler 25 langues et vous aider à faire votre gymnastique.
Quelques-uns d'entre nous ont déjà participé à des matchs de football. Mais pour faire tout ça, il faut tout d'abord rassembler un peu d'énergie, un peu de concentration. D'habitude, moi-même, je fais cela avec quelques exercices de tai chi. J'attendais des applaudissements ici, mais c'est pas grave, je peux me débrouiller tout seul. Merci, 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 merci. Mais c'était pas la peine. Bon, on m'adore. Voilà, ça suffit, je vous dis que moi aussi je vous aime. Bon, je vais me détendre un petit peu maintenant. Après mes exercices, j'ai toujours envie de jouer. Mes meilleurs camarades, d'habitude, sont les enfants. Plusieurs enfants sont si intelligents, ils m'accordent tant d'attention. Ils se débrouillent et ils gagnent dans mes propres jeux. Mais indépendamment du vainqueur, on fête toujours la victoire. J'adore la musique. Comme vous l'avez vu dans le film, lorsque je parle avec les gens, ils me regardent dans les yeux. Ils essayent de ne pas s'asseoir devant une trop forte lumière pour que je puisse les reconnaître plus facilement. Et malgré le fait que je comprends beaucoup de choses, il faut qu'ils parlent fortement et distinctement, comme on fait avec les grandes personnes. Si je ne comprends pas quelque chose, je bouge la tête. Je pense que nous, les robots, on peut développer de très bonnes relations avec vous, les hommes. À l'avenir, je pense que nous pourrons réussir beaucoup de choses ensemble et nous aider les uns les autres. Ma relation avec les hommes est très importante. Elle s'appuie sur la confiance et la bonne communication, comme vous venez de le voir dans le film. Mais c'est le réalisateur, Monsieur Yves Gély, qui vous en parlera davantage avec Monsieur Vagelis Patrikakis. Souhaitons-leur la bienvenue avec des applaudissements chaleureux. Je suis heureux de faire votre connaissance et je suis curieux d'en savoir plus sur vous. Monsieur Gély, il me semble que vous en savez déjà beaucoup sur moi grâce à votre travail de plasticien, de photographe et de réalisateur. Vous avez pu croiser plusieurs des miens lors de votre projet de documentaire. Mais vous en parlerez plus en détail avec Monsieur Patrick Aki, journaliste à Indonesia et à l'hebdomadaire Torima, spécialisé sciences et nouvelles technologies. Ah, il faut que je parle en grec, à nouveau. C'est facile pour moi. Ευτυχώς μπορώ να μιλήσω πολλές γλώσσες. Νομίζω όμως ήρθε η ώρα να... Heureusement, je peux parler plusieurs langues, mais je crois que c'est le moment de vous laisser parler pour moi en tant qu'expert, donc soyez précis et correct. Καλησπέρα και από μένα. Bonsoir, je voudrais qu'on souhaite la bienvenue au metteur en scène avec des applaudissements. Je pense que Nao est éteint maintenant, il ne nous entend plus. Donc, je voulais vous demander s'il était facile à collaborer, si c'est un acteur simple, facile à aborder ou s'il a des particularités.
Plein. Vous voulez dire au niveau du film, au niveau du tournage, au niveau de l'utilisation du robot dans le tournage? Oui, oui. Est-ce que c'est facile de travailler avec un robot quand on tourne un film? Facile du tout. C'est compliqué. Tout dépend des moyens qu'on a et de la production qu'on peut avoir derrière, bien sûr. Mais pour ma part, ça n'a pas été très simple parce que le film était basé surtout sur la démarche de... Enfin, l'idée du film, c'était... ça marche? Ouais. L'idée du film, c'était plutôt la réaction... c'est-à-dire ce qu'on a essayé d'attraper dans le film, c'est le désir des êtres humains d'établir un dialogue avec les robots. Mais c'était surtout pas l'inverse, c'était pas les robots en tant qu'interaction avec l'être humain. C'était vraiment ces petits moments un peu étranges où ces personnes se mettent en contact direct, mais vraiment direct avec le robot, en ignorant tout ce qu'il y a autour et en développant un relationnel assez intime avec le robot. Et donc, ce qui était compliqué dans le film, c'est de rendre le robot extrêmement souple, extrêmement intelligent, enfin assez intelligent, pour se fondre dans la conversation et de recevoir ce que pouvaient dire les gens et de renvoyer quelque chose d'assez neutre, d'assez easy pour que les gens puissent développer leur relationnel avec le robot. Donc ça, c'était un petit peu quelque chose d'un peu du domaine de la recherche, plus que du domaine d'un tournage classique. C'était à la recherche de ce relationnel un peu mystérieux. Voilà, on a essayé de capter ça, quoi. Voilà, c'était ça l'idée de ce tournage. Donc, vous aviez un scénario ou bien il y avait de l'improvisation dans les dialogues que nous avons entendus, tant du côté du robot que du côté des acteurs? Non, mais je t'entends pas en français, là. Là maintenant, vous entendez, monsieur? Vous entendez? Est-ce que c'est bon? D'accord, voilà. D'après ce que j'ai compris, la question, c'est qu'est-ce qui vient au niveau du scénario, qu'est-ce qui vient des gens et qu'est-ce qui vient, enfin des personnes qui sont dans le film et qu'est-ce qui vient du robot. Alors, ni l'un ni l'autre au départ, parce que la méthode du tournage, c'était une immersion dans des lieux où le robot était déjà utilisé, où le robot était déjà, ou même non utilisé. Et l'idée, c'était que le robot soit présent comme un objet, que le robot soit présent comme, voilà, qui commence un petit peu à bouger, qui commence à rentrer dans le quotidien des gens. C'était surtout dans des institutions qui traitaient de gens souffrant d'Alzheimer. Donc, c'était très aléatoire. Il n'y avait rien de préparé. Ce n'était pas possible de préparer quelque chose avec les personnes qui sont filmées parce que voilà, des gens qui souffrent d'Alzheimer sont des gens qui ne jouent pas la comédie, quoi. C'est des gens qui expriment quelque chose de direct. Et donc, nous, on s'est mis simplement dans ces lieux, on s'est immergé. Le robot s'est fait tout doucement reconnaître par les personnes, et c'est les personnes qui ont décidé d'elles-mêmes d'établir un relationnel avec le robot. C'est pas le robot qui est venu au-devant d'elles, quelque part, bien qu'il était présent au quotidien, mais le robot ne leur adressait pas la parole au départ. On a attendu que les gens ou que ces personnes s'adressent au robot, et le robot, à ce moment-là, on s'est débrouillé pour que le robot soit capable de répondre et d'entretenir ce relationnel ou cette discussion, ces confidences ou ces moments un peu magiques. Voilà, donc ça a été quelque chose de très aléatoire, quelque chose de... Alors bien sûr, chaque jour, on regardait les rushs, chaque jour, on faisait des petits montages, et chaque jour, on imaginait vis-à-vis des personnages qui étaient présents dans le quotidien, on imaginait des moments peut-être plus favorables ou des lieux plus favorables d'une rencontre ou d'une interaction. Mais le robot ne s'adressait jamais aux gens directement. C'était
Par exemple, la dame aux oiseaux, qui parle avec le robot au moment de cette discussion avec les oiseaux, c'est une dame qu'on avait vue dans un atelier de musique ou de poésie, je ne sais plus, où le robot fait une interaction avec une animatrice. Et donc, il y avait une dame qui ne parlait pas, qui était dans sa chaise, qui ne parlait pas et qui regardait le robot avec des yeux assez intéressants, mais qui ne parlait pas. Et donc, après 2 ateliers, j'ai demandé à l'animatrice, mais cette dame ne parle jamais, alors qu'elle semble intéressée par le robot. Et elle m'a dit non, elle est dans le groupe, voilà, elle vient chaque fois. Elle n'exprime pas le besoin de venir dans l'atelier, mais voilà, elle n'a rien contre, mais elle ne parle très peu, elle parle pour ainsi dire pas. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez que ce serait possible, exceptionnellement, d'intervenir et de lui demander à cette dame, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une rencontre avec le robot? Et donc, elle nous a dit, oui, mais elle ne va pas vous répondre, elle va, voilà. Mais bon, à la limite, si elle ne vous répond pas, c'est une sorte d'acquiescement. Donc, on est allé la voir dans sa chambre. Et là, elle nous a regardés avec des yeux tout ronds et on lui a proposé, on lui a dit, voilà, on a vu que vous alliez dans les ateliers et tout ça. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une rencontre personnelle avec le robot? Et elle n'a pas répondu. Donc, le psychologue a accepté de l'amener à cette rencontre. Et donc, quand elle est arrivée, elle n'a pas dit bonjour, rien. Elle était vraiment fermée. Et puis, voilà, le robot s'est allumé, il s'est mis debout. Et là, elle lui a dit, tu as mis tes beaux yeux aujourd'hui. Et là, c'était la stupeur. Mais vraiment. Et le dialogue a démarré. Et ce dialogue s'est poursuivi jusqu'à un moment où le robot est tombé en panne, bien sûr, comme les robots tombent en panne régulièrement. Et donc, il s'est arrêté. Et la dame s'est arrêtée. Elle n'a plus dit un mot. Et le psychologue l'a ramené dans sa chambre. Et ça, c'était vraiment des moments comme ça, quoi. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était comme des bulles, comme des espèces de moments un peu étranges où, voilà, où quelque chose se passe entre cette machine et en l'occurrence, ces dames, quoi, qui sont dans le film. Κατά κάποιο τρόπο, επομένως, Donc, d'une certaine manière, les interactions que nous avons vues dans le film sont spontanées. C'est quelque chose qui s'est produit sur le champ. Mais les propos du robot ont été programmés à l'avance ou bien c'était spontané là aussi? C'est un mélange de beaucoup de choses. C'est un mélange de programmation, c'est un mélange de direct et c'est un mélange de réécriture aussi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment faire disparaître le robot. C'était vraiment, le robot était la chose la plus compliquée parce qu'on voulait qu'il soit présent, mais on ne voulait pas qu'il soit trop présent. On voulait qu'il soit banalisé. On voulait qu'il soit, voilà, voilà, qui pose pas de problème. Parce que moi, ce que j'ai ressenti dans ce tournage, c'est que le robot, finalement, c'est une sorte de miroir de la personne. Et ça fonctionne. Pourquoi les gens enfin, j'ai une analyse un petit peu comme ça, d'une manière un peu brute. Pourquoi les gens se penchent sur cette machine? Parce que c'est une machine c'est une sorte de double de l'humain qui ne juge pas, qui ne s'énerve jamais, qui est bienveillant, qui est petit, comme un petit garçon, comme ça. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui font que ces dames qui, de temps en temps, ont des moments de stress, d'angoisse, de préoccupation, etc., se retrouvent face à ce petit robot. Et finalement, elles se sentent en confiance. Enfin, c'est ce que j'analyse, quoi. Et qu'elles arrivent à se confier ou à lui confier quelque chose en toute confiance, alors qu'elles voient autour d'elles qu'il y a évidemment une caméra, qu'il y a un computer, qu'il y a des gens qui fonctionnent, mais tout d'un coup, il y a un lien qui se crée comme ça, qui dure très peu de temps, qui peut durer un petit peu, qui peut durer très peu de temps, mais un lien réel et vraiment intime et vraiment profond avec la machine. Et c'est ça que j'ai voulu capter, moi. Et ensuite, je n'ai pas d'analyse par rapport à ça. Le film a été bien sûr visionné par des scientifiques, par des laboratoires qui travaillent sur les robots sociaux, parce qu'on appelle ça des robots sociaux. Et voilà. Et
il reconnaissait que, en gros, c'est ce qu'il cherchait un petit peu dans l'expérimentation. Mais voilà, moi, j'ai passé 2 ans pour attraper des petites bulles comme ça. Voilà. Ήταν αρκετός καιρός. Oui, c'était long, donc. On va parler davantage de Nao et des robots, mais avant tout, je voulais vous demander où est-ce que le film a été tourné. Pourriez-vous nous parler davantage du casting? Au départ, j'ai passé plusieurs mois, disons, d'études dans un laboratoire qui travaille avec ce robot, qui est attaché à un hôpital et qui se sert de ce robot comme interface avec des patients. J'ai étudié leur méthodologie, leur travail, etc., etc. Et puis je suis arrivé au bout du compte, finalement, à me rendre compte que ce robot était surtout utilisé comme faisant de l'interaction avec des groupes de gens. Et quand j'ai proposé au laboratoire de travailler one-to-one avec le robot et une personne, ils m'ont dit non, c'est pas trop notre sens de notre recherche, c'est pas trop notre truc. Et donc je suis parti d'abord en Belgique, dans 2 établissements qui sont dans le film. Et puis ensuite, surtout, j'ai trouvé un endroit qui était absolument incroyable, qui est dans la banlieue parisienne, et qui est un centre, un EHPAD, ce qu'on a un centre pour personnes âgées, et il y a un couloir qui est au dernier étage, un très très long couloir qui ressemble à un vaisseau spatial, quoi. Et c'est la majeure partie du film a été tournée à ce niveau-là, dans ces endroits. Et c'était vraiment l'endroit que je voulais. Je voulais un endroit qui soit un petit peu, un endroit qui soit presque pas identifié, qui soit un petit peu, qui soit un peu cotonneux, qui soit un petit peu flottant dans les couleurs, dans la lumière. Voilà, je voulais un endroit qui soit pas trop réel, mais qui était réel aussi, parce que c'est les endroits où ces personnes fonctionnent. Mais je voulais cette espèce de côté un peu spatial, un petit peu, parce que je voulais amener ça dans ce film. Je voulais amener ce côté, voilà, où on se pose la question, on s'interroge sur où on en est, quoi. C'est-à-dire sur la pellicule, on ne voit qu'une personne et le robot. C'est-à-dire il n'y a pas d'autres êtres humains. C'est vraiment quelque chose comme ça, à part une scène. Mais voilà, et c'était un petit peu ça que je voulais. Je voulais arriver à cette espèce de mystère, de magie, d'ambiguïté dans le relationnel et dans l'évolution. Et c'est surtout pas une chose importante, c'est surtout pas un documentaire, c'est vraiment une pièce artistique dans le sens où j'ai utilisé des outils, voilà, qui m'ont amené à pouvoir travailler comme je voulais et essayer d'amener ce dialogue, cette intimité dans quelque chose de très fin, de très ambigu. Voilà. Vous nous avez dit que vous voulez faire un film sur les relations développées entre les robots et les hommes. Quelles sont vos conclusions? Quelles sont les réactions auxquelles vous avez assisté? Ouais, alors ça, c'est une grande question. C'est compliqué parce qu'il y a 2 choses différentes. Il y a le relationnel avec l'intelligence artificielle elle-même, ça c'est une chose, et ensuite il y a l'interaction avec les robots. Et aujourd'hui, les robots, ce robot par exemple, qui est un robot absolument idéal pour moi dans un film, parce que c'est un robot qui a 2 bras, 2 jambes, qui a une tête, qui a des yeux qui brillent. Et donc les gens c'est vraiment un miroir, c'est vraiment quelque chose de très fort. Mais aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que les robots sont en train de fondre. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle part sur des robots qui sont beaucoup plus au niveau de bornes, c'est-à-dire soit des écrans, soit c'est-à-dire que le côté corporel, le côté humanoïde, voilà, disparaît un petit peu quand même. Parce que c'est très compliqué de développer la locomotion, de développer toute la gestuelle, la mécatronique, c'est vraiment énormément de travail et ce n'est pas très rentable au niveau commercialement. Et donc l'intelligence artificielle part peut-être plus sur de la robotique, moins spectaculaire au niveau humanoïde. Mais voilà, moi je m'intéressais à l'humanoïde parce que l'humanoïde, c'est vraiment le miroir, quoi. L'intelligence artificielle, c'est plus compliqué. L'intelligence artificielle, on rentre tous dedans, on est tous happés par ça quand même. Et on est tous, voilà, d'une manière presque inconsciente, on le vit au quotidien, quoi.
Donc, pour moi, si vous voulez, entre le robot et l'intelligence artificielle, c'est deux choses un petit peu différentes. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose, c'est comme un peu l'esprit du robot, quoi, voilà. Et l'esprit, dans les développements que je vois aujourd'hui, il y a quelques robots, bien sûr, qui font des choses très spectaculaires sur YouTube, mais en réalité, voilà, l'intelligence artificielle s'oriente plus sur de la robotique beaucoup plus fonctionnelle et plus simple d'utilisation. Enfin, c'est mon sentiment. Nao est en effet un robot qui est sympathique. Est-ce que c'est indispensable pour que le robot soit aimé par les humains? Si nous avions une machine qui ne ressemblerait pas du tout à un être humain, est-ce que les personnes auraient pu s'identifier à lui, le voir comme un miroir? C'est une vraie question. On s'identifie à toutes sortes de choses. On s'identifie à une voiture, on s'identifie à des objets. C'est vrai que moi, j'ai fait un séjour à une époque, il y a quelques années, en Afghanistan, pour étudier les salas, c'est-à-dire les robots, entre guillemets, les robots tueurs ou les robots sur le champ de bataille. Et on m'a rapporté des anecdotes sur la manière dont des mineurs dans l'armée américaine s'étaient mis en danger pour sauver leurs robots des mineurs. Et c'est devenu une histoire comme ça, voilà, complètement qui est entrée dans la mythologie de la robotique. Mais c'est une histoire tout à fait authentique, à tel point que le design de ces robots des mineurs sont changés par l'armée américaine pour les rendre un peu plus moins attractifs, alors qu'ils ne sont pas très attractifs quand même, mais moins attractifs encore. Et donc, ça pose un vrai problème, quoi. Et par exemple, quand il y a des mineurs qui ont leur robot en panne, eh bien, ils préfèrent attendre que leur robot revienne de réparation que d'utiliser un autre robot. Enfin, il y a des problématiques comme ça qui se posent, auxquelles j'étais témoin, quoi. Et donc, c'est vrai que on s'attache. Je ne pense pas qu'on s'attache automatiquement à un petit robot comme ça, mais un petit robot comme ça, il a sa cible. Je veux dire, par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, c'était le robot idéal, quoi, bien sûr. Par sa taille, par le fait avec sa voix, qui est une petite voix, voilà, il y a une espèce de protection par rapport à la taille du robot, comme un petit garçon, avec sa voix, avec ses yeux. Il y a une dame qui lui dit « tu souris », il y a une dame qui lui dit « tes yeux, tu as mis tes beaux yeux aujourd'hui ». Tout ça, voilà, ça vient vraiment de l'objet lui-même, quoi. Mais bon, on peut s'attacher à toutes sortes de robotique, je pense. Peut-être pas une machine à laver robotisée, mais... Très intéressant ce que vous venez de dire à propos des robots militaires. Le film m'a paru très moderne, très actuel, car nous savons que le Japon et d'autres pays dont la population est vieillissante essayent de développer des robots qui pourraient aider non seulement des gens souffrant de démence, mais en général les personnes âgées, parce qu'ils considèrent qu'il n'y aura pas suffisamment de soignants pour aider un si grand nombre de personnes vieillissantes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne réflexion, une bonne motivation pour développer des robots? Est-ce que c'est quelque chose que nous allons voir, nous allons assister à cela, les robots qui vont aider donc les personnes âgées? Parce qu'au Japon, c'est très, très particulier au Japon, parce qu'au Japon, voilà, ils ont un relationnel voilà, aux personnes étrangères un peu compliqué, l'immigration un peu compliquée. Donc, c'est vrai que moi, j'ai entendu un prof en recherche dire je préférais me faire soigner par un robot que par une infirmière coréenne, par exemple, ce qui est absolument hallucinant. Nous, on ne peut pas entendre ça. Mais au Japon, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et donc, le fait que les robots remplacent les êtres humains, ça, je ne pense pas. Pour ma part, je pense que c'est totalement impossible, parce que regardez le nombre de personnes qu'il faut pour faire marcher un robot comme ça, déjà, c'est très compliqué. Donc, avant qu'un robot fonctionne seul, c'est très compliqué. Je pense que les robots peuvent être au même titre, justement, sur les personnes, par exemple, âgées, souffrant d'Alzheimer, de démence. Le robot est un des outils comme un autre. C'est-à-dire, ça peut être un outil comme un animal de compagnie, comme...
voilà, c'est un des outils, et pourquoi ne pas utiliser un outil qui fonctionne et qui a la capacité de calmer ou de... Parce que c'est vraiment ça. Hein. Et les endroits où j'étais, il n'y avait pas que ce petit robot humanoïde, il y avait aussi un robot animal qui s'appelle Paro, qui est un phoque et qui a beaucoup de succès, qui vient du Japon aussi, et qui était vraiment utilisé dans les soins douloureux, qui était utilisé dans des tas voilà, et c'est un petit robot qui réagit avec toutes sortes de capteurs, qui réagit à la voix, qui réagit aux caresses, et donc ça calmait les gens, quoi. Ça, c'était vraiment quelque chose de très très fort sur des crises d'angoisse. Ça fonctionnait. Alors pourquoi ne pas utiliser ces outils comme des outils thérapeutiques? Moi, je trouve que ça serait plutôt une bonne chose, parce que pour l'instant, il y a vraiment des résultats qui sont intéressants. Même sur des gens qui ne sont pas automatiquement souffrant de démence, ce petit robot, il a des capacités justement c'est-à-dire des programmes qui lui permettent de faire des ateliers de psychomotricité, par exemple. Et les gens, visiblement, sont voilà, ils sont réactifs. Il y a des gens qui ne réagissent pas par rapport à une infirmière ou à une animatrice qui dirige les ateliers de psychomotricité. Et quand il y a le robot, ben, ça fonctionne un peu mieux. Donc, pourquoi pas utiliser ces outils, oui, dans ce cadre-là. Mais de là à remplacer l'être humain, je ne pense pas que ça... enfin, en tout cas, sur une... actuellement, je vois pas trop comment c'est possible. Et puis, je ne vois pas trop non plus où est l'intérêt, quoi. Parlez-nous davantage de ce programme expérimental de soutien aux patients qui souffrent d'Alzheimer. Une application, ça consiste à les aider à surmonter leur angoisse, à les aider dans leur motricité. Y a-t-il d'autres besoins émotionnels que les robots pourraient couvrir, en l'occurrence? Objectivement, le robot est utilisé actuellement en France. Il est vraiment beaucoup utilisé. Il y a beaucoup d'institutions qui utilisent ce robot. Et le robot est utilisé toujours de la même façon, c'est-à-dire avec un programme qui permet de faire de la chanson, de la danse, des poèmes, des choses comme ça. Et il est utilisé avec une animatrice, d'accord, avec des gens qui sont... voilà, il y a un groupe, disons, de 8 ou 10 personnes qui sont Alzheimer ou non. Et le robot leur permet de s'adresser à elles, comment dire, de nouveau, c'est cette espèce de profil un peu rassurant. Et il prend le relais de temps en temps de l'animatrice quand elle sent qu'il y a quelqu'un qui décroche ou qui n'est pas très attentif ou qui n'est pas... voilà, qui commence à partir un petit peu ailleurs. Et elle se sert du robot pour s'adresser à lui, pour discuter avec le robot. Donc, c'est une sorte de jeu comme ça, d'échange. Mais actuellement, ce que vous voyez dans le film, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'en groupe, sous forme d'atelier. Alors, au niveau de l'Alzheimer, évidemment, ça permet de travailler sur la mémoire, c'est-à-dire le robot chante des chansons que vous avez connues quand vous étiez, voilà, ou assiste avec vous à des séances de projection de cinéma qui vous parlent du film d'une certaine époque, etc. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, mais c'est plutôt un auxiliaire de l'animateur plus que le robot qui fonctionne seul. Voilà. Ça, c'était vraiment une démarche très personnelle et voilà, qui n'était pas scientifique, quelque part. C'est-à-dire que c'était aléatoire et c'était simplement de capter des moments pour moi. Mais ça n'a pas été un travail scientifique dans le sens où ça n'a pas été un travail qui a été, comment dire, on n'a pas noté toutes les réactions, c'est-à-dire qu'on s'est laissé aller sur ces moments un peu magiques et on n'a pas essayé d'en tirer des conclusions particulières, quoi. C'était simplement une interrogation et une exploration, quoi, d'un relationnel possible. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est vraiment utilisé
avec des programmes, avec des logiciels qui ont une certaine capacité de donner la possibilité au robot de répondre en direct sur un ordinateur avec un petit décalage, ou bien de préenregistrer des conversations, des choses comme ça. Mais le robot ne va pas fonctionner de lui-même, quoi. C'est-à-dire que le robot est piloté. On appelle ça, d'ailleurs, le système, on appelle ça le magicien d'Oz. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, c'est une sorte de marionnette de marionnette très développée, quoi. On devrait passer maintenant aux questions avec le public, mais j'ai encore une question à vous poser. On entend parler récemment de l'extension du robot dans le marché du travail. Faut-il s'en inquiéter, à votre avis? Μεγάλο ερώτημα. C'est une grande question, mais vous pourriez peut-être nous apporter une courte réponse. Je ne me sens pas vraiment très capable de répondre à ça. Marché du travail, oui, mais de quelle façon? C'est-à-dire la robotique est très présente quand même dans l'industrie aujourd'hui. Alors, on parle de robots à partir de quand? À partir de quoi? Je veux dire, dans l'aéronautique, les robots sont très, très présents. Dans l'automobile, les robots sont très présents. Donc, ils sont vraiment aujourd'hui très, très présents dans l'industrie. Maintenant, est-ce qu'ils remplacent les êtres humains? Est-ce qu'ils diminuent les forces de travail? C'est compliqué parce que c'est très nouveau, ça évolue, mais ça ouvre de nouveaux jobs, ça ouvre de nouvelles recherches, ça ouvre de nouvelles choses. Je ne sais pas, peut-être que des études ont été faites très précises là-dessus, mais franchement, je n'ai pas vraiment la réponse de ça. Les seuls robots humanoïdes que je connais au travail, ils sont au Japon. Il y en a, c'est vrai, qui sont expérimentaux, mais qui sont, alors pour le coup, ils sont à distance des êtres humains, parce qu'un robot qui se déplace de taille humaine peut être très dangereux à partir du moment où il peut faire des gestes qui ne sont pas contrôlés. Donc ça reste quelque chose quand même de très bordé. D'ailleurs, quand on le voit dans les bras robotiques sont toujours derrière des grillages, souvent sont à l'abri, parce que bon, ben voilà, c'est quelque chose quand même qui se développe, mais c'est la première génération, quoi, quelque part, de ces machines. Alors le marché du travail, je ne sais pas, peut-être que vous en savez plus que moi là-dessus. C'est vrai, c'est quelque chose que nous allons voir dans les années à venir. Ça va nous préoccuper. Mais nous allons voir maintenant le public. Quelles questions vous voulez poser? Le monsieur qui porte une chemise blanche. Je voulais savoir si le robot peut reconnaître des visages humains. Il y a des robots, oui, bien sûr. La reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui existe et qui est utilisé déjà d'une manière massive, hein, notamment en Chine. Mais ce robot-là, non. Ce robot-là ne va pas vous reconnaître. Non, il n'a pas un programme. Tout dépend des programmes. Mais celui-là, enfin, je pense qu'il n'y a pas de programme de reconnaissance. Qui fonctionne bien, je ne suis pas complètement persuadé. Je sais pas. C'est-à-dire théoriquement, oui. Théoriquement, il y a un programme, mais il ne marche pas d'une manière souple. C'est-à-dire, voilà, ça marche pas très très bien, quoi, disons. Voilà. Mais c'est utilisé sur d'autres formes, la reconnaissance faciale, pas automatiquement à travers un robot humanoïde. Donc oui, c'est une technologie et c'est qui fonctionne, oui. Une autre question? Sinon, nous allons remercier le metteur en scène, Monsieur Gély, lui souhaiter beaucoup de succès pour son film. Et l'avenir des robots est quelque chose que nous allons voir dans notre vie quotidienne. Je vous remercie. Merci à vous. Ευχαριστώ εγώ.